Merci beaucoup, Sarah. Bonjour à tous. C'est un plaisir de venir discuter des diètes faibles en glucides dans le contexte du diabète de type 1. Je dois avouer que oui, je suis assez engagée avec l'Ordre des diététistes nutritionnistes du Québec et j'ai entre autres écrit la révision de leur prise de position par rapport aux diètes faibles en glucides dans le contexte du diabète. Une position qui est très similaire à celle de Diabète Canada, qui prône en fait qu'on devrait soutenir les gens à adhérer à ce type de diète-là si c'est ce qu'ils désirent. Donc, on avait fait un premier webinaire pour un peu discuter de ce sujet-là il y a plusieurs mois déjà. On a voulu voir si la science avait beaucoup évolué récemment. Vous allez voir que pas tant. Ce webinaire se veut une introduction au sujet pour essayer de qu'on parle tous le même langage quand on parle de diète faible en glucides. Donc, je vais débuter tout de suite. Avec là, est-ce que ça va changer? Oui, avec un petit plan de notre présentation pour aujourd'hui. Donc, on va essayer de mettre des définitions sur qu'est-ce que des diètes faibles en glucides parce que on parle pas toujours de la même chose quand on parle de diètes faibles en glucides. Donc, on va essayer d'harmoniser un peu notre discours. On va discuter un peu mécanismes, implications, les avantages, les inconvénients, puis on va essayer de tirer des conclusions sur la valeur ajoutée ou non des diètes faibles en glucides dans un contexte de diabète de type 1. Donc, je pensais vous faire voter, mais j'ai pas été très bonne avec la technologie, mais je me demandais si, en fait, combien vous pensez de gens dans le registre Better nous dit qu'ils suivent des diètes faibles en glucides ou très, très faibles en glucides. Mais là, je vais pas vous faire voter parce que ça va être un peu compliqué, mais juste pour vous dire que à travers le registre Better, on a une question où on demande aux gens de nous indiquer s'ils suivent ces diètes-là plus restrictives en glucides. Et c'est à peu près une personne sur 10 qui disent limiter leurs glucides. Après ça, on pourra voir qu'est-ce que ça veut dire, puis je vais vous montrer d'autres chiffres un peu plus tard. C'est une plus petite fraction qui disent être sur des diètes de type cétogène, qui est une restriction plus marquée des glucides. Mais on va aller tout de suite dans les définitions, en fait, de qu'est-ce que c'est ces diètes restreintes en glucides. Et Jordana, je te donne la parole. Merci. Alors, c'est quoi une diète faible en glucides? Il y a deux principaux types de diètes faibles en glucides. La première, c'est la diète faible en glucides. Et la deuxième, c'est la diète très faible en glucides, aussi appelée la diète cétogène. Les définitions de ces deux diètes varient à travers la littérature et il n'y a pas de définition fixe pour décrire la différence entre la diète faible en glucides et celle de très faible en glucides. Puis la plupart du temps, ces diètes sont plus riches en gras. Et donc, ce que Jordana nous dit là est assez important. Il y a pas de limite précise sur qu'est-ce qui serait une diète faible ou très faible. Généralement, une diète faible, ça va être moins de 130 grammes de glucides par jour. D'autres personnes vont parler en termes de proportion de glucides par rapport à l'énergie. Puis on va parler d'autour de 30, mais il y en a d'autres qui vont dire qu'une diète faible en glucides est tout ce qui pourrait être moins de 40-45% de l'énergie en glucides. Donc, quand on lit la littérature scientifique, quand on parle avec des gens, quand on parle de diète restreinte ou faible en glucides, les définitions varient énormément. Quand on parle d'une diète cétogène, il devrait avoir une mesure des corps cétoniques pour bien montrer qu'on a réduit suffisamment les glucides pour générer cette production de corps cétoniques comme source d'énergie. Euh, donc, en général, je vais tout de suite mettre toute la diapo pour toi, Jolana. Oui. Alors ici, on peut voir les schémas en pyramide de la diète faible en glucides versus la diète généralement recommandée. Alors, pour la diète cétogène, les glucides sont au-dessus de la pyramide parce qu'ils représentent 4 à 15% de l'apport en calories. Et le nombre de glucides est très minimal et ils proviennent des légumes puisque les féculents sont compléments éliminés de la diète comme les pâtes, le riz, le pain, les pommes de terre, le lait, le yogourt, les fruits et les légumineuses. Ensuite, les protéines constituent 6 à 19% de l'apport en calories
Et finalement, la majorité de la diète cétogène est composée de gras, soit 70 à 90 de l'apport calorique. Donc, ce qu'elle nous montre encore une fois avec cette pyramide-là, c'est que ce que vous pouvez voir, c'est que la quantité de protéines ne change pas tellement quand on est dans une diète très, très restrictive comme la diète cétogène. On n'essaye pas d'augmenter nécessairement nos protéines. On essaye vraiment de remplacer les glucides par des sources de gras. Et donc, une diète cétogène va être une diète très restreinte en glucides. Donc, c'est vraiment l'extrémité des diètes les plus restrictives et vraiment un plus grand apport en lipides. Donc, c'est une autre façon de le voir, c'est quand on le met dans une assiette. Et donc, ce que vous voyez ici, c'est que si on voulait aller dans l'extrême de la restriction en glucides pour s'en aller vers une diète cétogène, une réelle production de corps cétonique comme source d'énergie, ce qu'on va vouloir, c'est limiter beaucoup autant les glucides que les protéines pour que la majorité de l'énergie va venir sous forme de gras. Et c'est ça qui va créer les corps cétoniques comme source alternative d'énergie. La diète cétogène, il y a une définition médicale de la diète cétogène. Donc, on va parler là en ce moment de la plus restrictive, mais moi, je veux que notre présentation ce matin, ce midi plutôt, on garde en tête que les diètes faibles en glucides, il y a tout un continuum. Donc, si je veux juste qu'on dise quelques mots sur la diète cétogène, parce que c'est une diète qui est utilisée dans un contexte médical, entre autres dans des contextes d'épilepsie réfractaire. Donc, l'idée, c'est que ça mimique le jeûne. Donc, en limitant énormément les glucides, on prive le cerveau de glucose et donc la source d'énergie devient les corps cétoniques. Donc, on veut amener les gens en cétose parce que on s'est rendu compte que cet état-là était utile dans le contexte de l'épilepsie, par exemple. Ça a été démontré que ça pouvait aider à réduire les fréquences, la sévérité de certaines crises d'épilepsie, que ça pouvait peut-être même aider au développement neurocognitif. Donc, dans un contexte de diète cétogène médicale, souvent avec les enfants, par exemple, on va introduire cette diète-là à l'hôpital. Il va y avoir un suivi médical qui va être très rigoureux et c'est vraiment une diète où on va on va vouloir que la proportion de nutriments dans l'assiette soit la même à chaque repas et c'est très important en fait qu'on ne s'éloigne pas de cette proportion entre glucides, entre lipides pour être sûr de créer suffisamment de corps cétonique tout au long de la journée. Et comme c'est une diète très, très, très restrictive, on élimine de beaucoup les glucides, on s'assure d'avoir de la supplémentation en vitamines et minéraux pour éviter le plus possible les risques de carence. Donc ça, c'était vraiment dans un contexte de diète médicalisée, la diète cétogène dans un contexte médical. Et ici, on peut voir lorsqu'on adhère à la diète cétogène, il y a une certaine ratio de gras par protéines et glucides qui doivent être suivis. La raison pour laquelle les protéines sont moins présentes dans cette diète que le gras, c'est parce que consommer trop de protéines interfère avec la cétose. Lorsqu'on mange plus de protéines que ce que notre corps a besoin, une partie peut être transformée en glucose grâce au processus appelé gluconéogenèse. Cela augmente la quantité de glucose dans la sangle, ce qui peut te faire sortir de l'état de cétose ou qui peut rendre rester en cétose plus difficile. Et donc, une diète cétogène, on parle vraiment d'une diète où le nombre de glucides dans la journée, on parle de 20-30 grammes de glucides dans la journée. Une diète qui serait plus restreinte en glucides, on pourrait aller à 100-130 grammes de glucides. On serait encore probablement dans cette zone où on restreint les glucides. Euh, Jordana vous a préparé quelques exemples de qu'est-ce que serait un repas avec ce ratio-là où, dans le fond, le quart de l'assiette serait des glucides et des protéines. Oui, on a des exemples de repas pour une personne qui suit la diète cétogène avec un ratio de 3 pour 1 de gras par protéine et glucides. Alors, un déjeuner typique peut être une assiette d'œufs brouillés cuites dans une graisse comme du beurre, de l'huile de coconut ou de ghee, c'est le beurre clarifié. Ce repas peut être servi avec des épinards cuits.
Ensuite, on a un dîner, peut-être un morceau de poisson comme du saumon servi avec des brocolis cuits dans de l'huile et accompagné par un mélange de noix. Et pour finir, le souper peut être un morceau de steak cuit dans du beurre servi avec des choux-fleurs pillés, qui est une alternative aux pommes de terre euh, pillées. On peut Ouais, voir donc l'idée, là, c'est de rajouter du gras pour vraiment augmenter le ratio gras versus le reste. Quand je vous ramène dans la définition médicale, on apprend aux gens à utiliser une petite raclette pour être sûr de ne pas laisser du gras dans l'assiette, pour être sûr d'en avoir suffisamment pour amener la production de corps cétonique. Donc ça, c'est vraiment le côté le plus extrême, si on veut. Et l'explication de comment ça fonctionne, en gros, c'est que quand on est dans un état de jeûne, on va utiliser toutes nos réserves d'énergie qui sont sous forme de glycogène dans nos muscles, dans notre foie. Une fois que tout ça, c'est vide, on a besoin d'amener davantage d'énergie en circulation, entre autres pour notre cerveau. Et c'est là qu'on va aller chercher l'énergie qui est dans les tissus adipeux. Donc, dans les gras, il va y avoir comme une libération des triglycérides, des acides gras, pour s'en aller jusqu'au foie. Et le foie c'est la cétogénèse, c'est la formation de corps cétoniques par le gras. Et c'est ces corps cétoniques-là qui seront la nouvelle source d'énergie. Et donc, si vous coupez beaucoup les glucides, il y a un risque de production de corps cétonique. Et là, c'est là où on arrive souvent avec le risque de est-ce que je vais développer une acidocétose diabétique parce que je m'en vais dans une diète cétogène. Pour évaluer, en fait, le mieux, c'est de mesurer nos corps cétoniques. Donc, ça, vous pouvez le faire avec des lecteurs de cétone. Donc, c'est par une glycémie pas une glycémie, mais avec une prise de sang capillaire, vous allez pouvoir mesurer les cétones, par exemple, les corps cétoniques. Et donc, il y a une étude récente, puis là, c'est ça que je voulais vous dire, qu'est-ce qu'on sait un peu plus. On n'avait jamais vraiment de valeur sur ça serait quoi la valeur des corps cétoniques si quelqu'un est en cétose liée à l'alimentation. Il y a eu une étude observationnelle qui a été faite dans le diabète de type 1 qui ont montré que si quelqu'un réduit ses glucides à moins de 30 grammes de glucides par jour, on peut s'attendre à ce que les corps cétoniques montent facilement jusqu'à 1,2 millimoles par jour au cours de la journée. Donc, ce qui est important, c'est de mesurer les corps cétoniques, de regarder sa glycémie et de s'assurer d'avoir de l'insuline circulant. Quelqu'un qui réduirait un peu ses glucides, donc une diète un peu restreinte, mais pas trop, autour de moins de 100 grammes de glucides par jour, pourrait aussi voir une élévation de ses corps cétoniques. On parle d'une élévation qui va être moins marquée, mais ça peut aller jusqu'à 0,3, 0,7, 0,8 millimoles par litre, même si vous n'êtes pas dans une diète cétogène. Donc, c'est important de les monitorer pour voir justement si la restriction en glucides engendre ces corps cétoniques-là, mesurer votre glycémie et s'assurer d'avoir de l'insuline circulant. Puis on va en parler un peu plus tard. Quand on commence à réduire les glucides, ben, il y a des ajustements d'insuline qu'il faut faire aussi. Donc, quand on réfléchit à couper les glucides, il y a différents désavantages, mais il y a aussi des avantages que certains peuvent percevoir. Mais quand on va dans la diète cétogène, il y a des symptômes vraiment spécifiques à la diète cétogène. Un des désavantages importants de la diète cétogène est ce qui s'appelle la grippe cétogène. Ce terme est utilisé pour décrire un ensemble de symptômes que certaines personnes ont en commence la diète cétogène. Les symptômes apparaissent principalement durant la transition initiale, où le corps s'adapte à utiliser du gras comme source d'énergie et non des glucides. Les symptômes de la grippe cétogène peuvent être la nausée, les vomissements, la constipation, la diarrhée, les maux de tête, l'irritabilité, des faiblesses, des crampes musculaires, une mauvaise concentration et d'autres symptômes. Ces symptômes sont souvent attribués au changement dans dans la balance des électrolytes, à la déshydratation et à l'adaptation faite par le corps pour utiliser des cétones comme source d'énergie à la place des glucides.
La grippe cétogène n'est pas une maladie infectieuse comme la grippe. Ce sont juste les symptômes temporaires qui se calment après quelques jours ou après une semaine puisque le corps s'ajuste à la cétose. Il y a quelques façons de soulager les symptômes de la grippe cétogène, comme boire beaucoup d'eau, consommer des électrolytes, se reposer suffisamment, en réduire graduellement l'apport en glucides. Et souvent, c'est un des facteurs qui est nommé, en fait, pour la discontinuation de cette diète-là. Et il y a des autres symptômes que la grippe cétogène lors de la diète faible en glucides. Tout d'abord, la diète qui coupe les glucides va souvent être accompagnée par une réduction en aliments riches en fibres, comme les fruits, les céréales et les légumineuses, qui sont une source de fibres. Lorsqu'une personne ne consomme pas suffisamment des fibres, elle peut être constipée parce que les fibres permettent d'ajouter du volume au sel et de promouvoir des mouvements intestinaux réguliers. La, la laine fruitée est souvent associée à la diète cétogène, en particulier lors de la phase initiale d'adaptation. L'augmentation de production de cétone, en particulier l'acétone, est libérée par la laine. L'acétone a une odeur fruitée et sucrée distincte qui peut être perçue dans la laine des personnes en cétose. Ce symptôme est habituellement temporaire et tend de disparaître lorsque le corps devient plus efficace dans son utilisation des cétones comme source d'énergie. Certaines recherches suggèrent que suivre la diète cétogène à long terme peut avoir des effets négatifs sur la santé des os. Cela serait causé par la nature acide et la réduction potentielle d'apport en calcium. Puis, la cardiomyopathie, c'est une maladie qui affecte le muscle du cœur. La diète cétogène peut causer des risques cardiaques parce qu'elle est riche en gras saturés comme la viande, du fromage et du beurre. Donc, et c'est sûr que plus on restreint, il y a des risques de carence nutritionnelle qui sont plus importantes. Si on a une diète restreinte en glucides plus modérée, ben, le risque de carence alimentaire est beaucoup moindre. On a fait une étude dans mon équipe il y a quelques années pour aller prendre le vécu en fait des gens qui avaient choisi de faire une diète cétogène et qui vivaient avec le diabète pour aller voir c'était quoi leur expérience. Puis en fait, ça a été reproduit dans différents groupes avec des parents entre autres de jeunes qui suivent des diètes plus restreintes en glucides et les commentaires pour vouloir restreindre les glucides dans l'alimentation étaient beaucoup liés à l'amélioration des glycémies. Certaines personnes notaient des pertes de poids avec la réduction de glucides dans leur alimentation, une diminution de la sensation de la faim. Ils sentaient qu'il y avait plus d'énergie et ça réduisait aussi leurs besoins en insuline. Donc ça, c'était tous vu comme des bénéfices de ces diètes-là. Puis je vais vous montrer que la science donne raison sur certains, que si on est capable de la suivre, cette diète-là, on peut percevoir ces bénéfices-là. Par contre, il y avait aussi des côtés plus difficiles. Donc, les commentaires liés à la grippe cétogène. Donc, si vous allez vraiment dans l'extrême de la réduction et que vous arrivez dans une production de corps cétonique constante, ça se peut que vous vous sentiez physiquement mal. C'était une raison pour discontinuer la diète pour plusieurs personnes. On parle aussi d'une diète différente, en fait, de ce qu'on mange habituellement dans la population générale, donc une diète très riche en gras. Vous allez vous rendre compte que les aliments pré-préparés dans les commerces répondent pas nécessairement à ce qui serait la proportion de nutriments qu'on a besoin dans une diète cétogène. Donc, le temps de préparer des repas, le coût lié aux aliments aussi, peut être aussi des freins pour changer son alimentation vers cet extrême. Et il y avait aussi la vision négative des professionnels de la santé pour faire face à la diète. Donc, je pense et j'espère que les perceptions changent. Je pense que c'est important d'avoir un discours entre professionnels de la santé, entre personnes qui vivent avec le diabète pour s'assurer qu'on puisse discuter et vraiment trouver c'est quoi
la meilleure diète, la meilleure alimentation pour chaque personne parce que, comme je disais, il y a vraiment des plus et des moins. Puis en travaillant avec notre professionnel de la santé, mais je pense que c'est là qu'on peut trouver ce qui va marcher le mieux. Puis on a parlé de certains risques, donc d'où l'importance d'avoir un discours et une communication ouverte avec nos professionnels de soins. Et j'espère que vos professionnels de soins vont avoir cette ouverture, que vous puissiez discuter de tout problème ou de tout questionnement que vous avez. Euh, quand on parlait juste de la préparation puis du coût des aliments, juste savoir que les aliments, souvent qu'on dit keto à l'épicerie, souvent, c'est des aliments qui sont très riches en protéines. C'est vraiment, ils ont coupé les glucides et donc ils écrivent keto et donc c'est pas nécessairement ce qu'on voulait pour vraiment amener cette diète cétogène qui augmente les niveaux de cétone à un niveau plus élevé. Qu'est dit la science? En gros, là, je vous ai mis une étude de 2019 puis une étude de 2023 sur cette diapo-là. Ce qu'on peut voir, c'est que c'est des petites études. C'est pas un grand nombre de participants. Je pense que c'est la première chose que vous devez savoir. Entre autres, si je prends l'étude de 2023, une étude qui vient d'être publiée, extrêmement intéressante, qui a comparé en fait une diète restreinte en glucides, 25 à 75 grammes de glucides par jour, suivi pendant 12 semaines. Et ça avait été fait après une diète habituelle, autour de 150 grammes de glucides. Mais on parle d'une étude qui a été faite chez 16 personnes. Donc, je peux pas vous dire qu'on a des grandes évidences derrière que la littérature est là pour vous donner toutes les évidences que vous voudriez. Mais ce qu'on voit, comme dans l'étude publiée en 2019, donc on parle d'alimentation pas cétogène ici, on parle restreinte en glucides. Et ce que les deux études nous montrent, c'est que leurs participants, on a noté une amélioration de la glycémie avec une restriction en glucides. Et donc, l'hémoglobine glyquée s'était améliorée au bout de 3 mois. On a vu aussi que les doses d'insuline avaient été réduites, donc on a passé de 65 à 49 unités par jour. L'intervalle de temps dans la cible a monté de 59 à 74 Et ce que je trouve vraiment intéressant de l'étude qui a été publiée en 2023, c'est l'étude de Turton en Australie, c'est qu'ils sont aussi allés voir l'appréciation de la diète, puis ils sont allés voir aussi la qualité de vie. Donc, ce que ça nous montre, c'est que, puis ils ont pas, ils ont montré que cette diète-là, chez ce petit nombre de personnes-là, s'ils la suivaient, il y avait une satisfaction associée à la diète. Donc, il y a des gens qui sont capables de la suivre et qui voient un bénéfice à ça. Et je vais juste aller un petit peu plus vite parce que je vais être sûre de pouvoir vous en parler un petit peu plus longtemps, mais on a très peu d'études sur la diète cétogène. Les études, c'est souvent des gens qui ont choisi d'être sur la diète cétogène et on n'a pas nécessairement contrôlé réellement qu'est-ce qui a été mangé. Mais il y a eu 2 études observationnelles publiées il y a déjà, ça fait 6 ans de ça, chez des gens qui avaient choisi d'être sur la diète cétogène et ils rapportaient des hémoglobines glyquées je dirais assez exceptionnelles. Donc, on parle des moyennes de 5,7 et 5,3 d'hémoglobine glyquée chez des gens qui ont décidé de choisir de faire une diète cétogène. Le niveau de soutien de leurs équipes médicales, c'est pas rapporté dans l'étude. Donc, on sait pas exactement comment ils ont réussi ou à quel niveau ils atteignent, mais c'est des gens qui se disent assez confortables pour être sur cette diète-là depuis plus de 2 ans. Euh, on a très peu d'évidence à long terme. La majorité des études, on parle de 1 semaine, 4 semaines, 12 semaines. Ça, c'est la majorité des études qu'on a sur les diètes restreintes en glucides. Dans une étude, il y avait eu il y a eu quelques études qui ont rapporté en fait des diminutions d'insuline. On parle généralement d'une réduction de 25 à 30 des besoins en insuline quand on débute la diète. Puis je vais revenir là-dessus un peu plus tard, mais généralement, on parle de réduction des bolus d'insuline. La basale, à court terme, reste assez stable. Si on réduit beaucoup les glucides et qu'on n'a plus de réserve de glycogène, on peut se demander si jamais je fais une hypoglycémie sévère. Ça se pourrait très bien que les symptômes d'hypoglycémie sévère soient masqués par le fait qu'on a des symptômes de la grippe du keto-flu, la grippe cétogène. Ça se peut qu'on ne sente pas nécessairement nos symptômes d'hypoglycémie.
Mais est-ce que le traitement, le glucagon, va être efficace dans un contexte d'hypoglycémie sévère si jamais on n'a plus de réserve de glycogène? Parce qu'on sait que le glucagon, ce que ça fait, c'est que ça aide à stimuler le foie à utiliser son glycogène pour produire du glucose, nous sortir de cette hypoglycémie sévère-là. Et il y a très peu d'évidence s'il y a un risque ou pas. Il y a eu une étude, et ça fait déjà quelques années, qui ont montré que si quelqu'un était en diète très, très faible en glucides, le taux de réponse du glucagon l'effet du glucagon est probablement moins grand. Et donc, ils ont amené les gens à faire une diète cétogène pendant 7 jours. Ils les ont amenés en hypoglycémie, ils ont testé l'effet du glucagon et ce qu'on voit en fait, c'est la réponse glycémique au glucagon qui est moins grande dans un contexte de diète cétogène. Donc, est-ce que ce traitement d'urgence-là va être aussi efficace dans un contexte de diète cétogène? On n'est pas certain et c'est de là encore l'importance d'en discuter avec votre équipe de soins. Après ça, je m'excuse, ma diapo est en anglais, j'ai manqué de temps pour la traduire. Mais après ça, on peut se dire aussi diète cétogène rime avec beaucoup plus de gras dans l'alimentation. Jordana nous l'a bien dit au début. Et donc, quand on parle de santé cardiovasculaire, on parle souvent d'une alimentation, des bons gras, peut-être réduire les gras, beaucoup de fibres. Les évidences sont mixtes, en fait, par rapport à l'impact que ça peut peut-être avoir sur la santé cardiovasculaire. Je vous le disais un peu plus tôt, restreindre en glucides a été parfois associé à une perte de poids. Donc, une perte de poids peut potentiellement avoir un bénéfice sur la santé vasculaire. Donc, on ne sait pas exactement les pour et les contre. Davantage de gras, ça dépend aussi par quoi vous remplacez. Donc, si vous coupez vos glucides, vous remplacez par des gras, quels sont les types de gras que vous mettez dans votre alimentation? Est-ce que c'est davantage des sources végétales, animales? L'impact sur les lipides sanguins, c'est pas clair non plus. Il y aurait certaines études qui nous montrent qu'il y aurait peut-être une augmentation du cholestérol total et du LDL cholestérol, qu'on dit souvent le mauvais cholestérol. Mais d'autres études ont aussi montré qu'il y aurait peut-être une amélioration du HDL. Et donc, on n'est pas certain de l'impact à court terme de ces diètes-là parce qu'encore là, il y a tellement d'hétérogénéité, des diètes différentes. Tout le monde ne s'entend pas sur la définition, sur ce par quoi on remplace les glucides. Donc, l'impact sur le bilan lipidique n'est pas clair. Et l'autre chose qui nous manque, comme je vous disais, c'est des diètes à très court des études à très court terme qui ont été faites. On ne sait pas non plus si ce changement-là dans le bilan lipidique va réellement se transférer vers davantage d'événements cardiovasculaires plus tard. Puis au niveau de la pression artérielle, la majorité des études, s'ils rapportent, ne montraient pas de changement au niveau de la pression artérielle. Donc, difficile à dire encore de nos jours, même avec les petites études de plus qui sont sorties, si l'impact sur la santé cardiovasculaire est détrimental, est mauvais ou s'il est bon. D'autres choses qu'on peut considérer aussi, c'est l'impact sur la croissance. Donc, je parle souvent des adultes, mais il y a aussi des enfants et des parents qui pourraient être intéressés à réduire les glucides pour leurs enfants. Il y a beaucoup moins d'études qui sont faites chez les jeunes, mais il y a quand même eu quelques études de cas d'enfants qui avaient coupé de façon très sévère la quantité de glucides dans leur alimentation et ils ont montré pourquoi j'ai mis les images des courbes de croissance qui avaient montré que les enfants, en fait, avaient eu un impact sur leur croissance. Donc, il y avait eu un ralentissement de leur croissance qui avait repris une fois qu'ils avaient réintroduit les glucides dans leur alimentation. Donc, ça parle encore une fois du besoin de communiquer avec les équipes de soins, s'assurer que l'alimentation répond bien aux besoins spécifiques des enfants, des adolescents avec la croissance. On est dans les périodes où on essaye de bâtir notre masse osseuse, donc vraiment important. Ça, c'est des choses à considérer. Je dirais aussi l'impact sur la santé mentale, les désordres alimentaires. Plus on a des diètes qui sont restrictives, plus ça peut être des facteurs qui peuvent amener à développer des désordres alimentaires. Donc, encore une fois, il y a une balance à aller chercher. Il faut aller chercher un équilibre. Les bénéfices sur la glycémie, on les voyait avec une petite restriction en glucides, pas nécessairement avec la diète cétogène. Donc, même une personne avec 75 grammes de glucides par journée, beaucoup moins restrictive que moins de 20 grammes par jour,
peut voir des bénéfices sur sa glycémie. Donc, je pense que c'est important c'est important de prendre ça en considération, qu'on n'a pas toujours besoin d'aller dans les extrêmes pour aller chercher des bénéfices. Et juste rapidement, juste pour vous dire, je vous disais 10% des gens nous disaient que dans le registre Better, ils suivent une diète restreinte en glucides. Quand on est allé voir les rappels de 24 heures alimentaires que les gens nous ont fait, si on divisait les gens en 4 groupes, le groupe qui consomme le moins de glucides consomme à peu près 30% de son énergie en glucides, mais ça nous amène quand même à 160 à peu près grammes de glucides par jour. Donc, on n'est pas dans une catégorie très, très faible en glucides. Mais quand on regardait puis on a comparé en fait sur l'hémoglobine glyquée qui nous rapportait, ben les gens qui dans le groupe de ceux qui consommaient le moins de glucides étaient en proportion ceux qui nous rapportaient aussi une hémoglobine glyquée en haut de 7 de façon proportionnelle plus grand. Quand on regardait sur les lipides, les valeurs qu'on avait, on voyait pas de différence dans les groupes. Et quand on regardait au niveau de l'hypoglycémie, on voyait pas plus ou moins d'hypoglycémie dans ce groupe-là. Par contre, ce qu'on voyait, c'était que généralement, les gens qui rapportaient manger moins de glucides étaient ceux qui avaient jamais eu d'hypoglycémie sévère dans le passé. Donc, peut-être que c'est une sécurité de ne jamais avoir eu d'hypoglycémie sévère. On se permet de jouer un peu plus avec notre alimentation. Ce n'est que des hypothèses parce que ça, c'est juste un petit snapshot, une petite photo prise dans le temps des gens dans le registre. Donc, Jordana pratique elle-même une alimentation plus restreinte en glucides. Puis, en fait, l'approche qu'elle a pris et qui est bien établie par la science, ben, c'est l'approche méditerranéenne. Oui, alors c'est une approche alternative à la diète faible en glucides et à la diète cétogène. La diète méditerranéenne est plus faible sur l'échelle d'apport en glucides que d'autres diètes. Cette diète met l'accent sur les grains entiers, les légumes, les fruits, les légumineuses, les noix et les bons gras comme l'huile d'olive. Les aliments sont généralement digérés lentement, ce qui permet une augmentation de glucose dans le sang plus graduelle comparée au sucre et aux glucides raffinés. Les aliments sont souvent riches en fibres, ce qui aide à la régulation des niveaux de glucose dans le sang. Moi, personnellement, je vis avec le diabète de type 1 depuis plus de 20 ans et grâce à ça, j'ai beaucoup appris à trouver la bonne approche diététique. Avec beaucoup d'essais et d'erreurs, j'ai découvert que ce qui peut fonctionner pour une personne peut ne pas fonctionner pour une autre. J'ai une mode de vie actif et un horaire qui change constamment, alors j'ai trouvé que la diète du style méditerranéen m'a donné un meilleur contrôle dans la gestion de mon taux de glycémie, sans risquer d'avoir des hypos trop dangereuses causées par trop d'insuline dans mon système. Ce qui est super avec la diète méditerranéenne, c'est que ce n'est pas juste efficace, c'est aussi agréable. Les plats sont nombreuses, alors c'est facile de garder cette alimentation, que je sois à la maison, au restaurant ou lorsque je voyage. Contrairement à d'autres diètes restrictives comme la diète cétogène, une approche méditerranéenne permet une bonne balance des nutriments qui me permettent de rester énergisée et bien nourrir, tout en permettant un taux de glycémie stable. Alors, la recherche sur les effets de la diète méditerranéenne chez les personnes vivant avec le diabète de type 1 est assez limitée. Toutefois, il y a une étude intéressante faite avec des enfants en 2022. La diète méditerranéenne a été associée à un meilleur contrôle de la glycémie chez les enfants avec le diabète de type 1. L'éducation sur la nutrition pour les diabétiques de type 1 se concentrait souvent sur le compte de glucides, mais aujourd'hui, nous sommes plus conscients de facteurs comme les protéines, acides gras monoinsaturés et le cholestérol total, ainsi que comment ils influencent le taux de glycémie après le repas. Les patients qui ont adhésion plus élevée à la diète méditerranéenne
avaient des niveaux plus faibles de HbA1c, de cholestérol total, de LDL et des niveaux plus hauts de HDL. La glycémie après le repas joue un grand rôle dans l'hyperglycémie durant la journée chez les patients avec le diabète de type 1. Aussi, contrôler le taux de glycémie après le repas est important afin de réduire les risques cardiovasculaires et d'autres complications associées au diabète. Fait que c'est probablement une alternative intéressante en fait pour réduire nos glucides, mais en s'assurant d'avoir les meilleurs nutriments en fait qui vont vous amener une bonne santé générale. Puis il y a beaucoup plus d'évidence dans le diabète de type 2, dans l'obésité que couper les glucides. Restreindre les glucides, les changer pour d'autres sources de protéines, d'autres sources de gras, pourrait amener un meilleur contrôle de la maladie, une meilleure gestion de la maladie. Les évidences dans le diabète de type 1 sont beaucoup plus restreintes. Euh, une chose qu'il faut se rappeler, c'est que maladie chronique nécessite un traitement chronique. Et donc, l'alimentation fait partie du traitement. Il faut s'assurer de choisir une alimentation qu'on va être capable de suivre sur une longue période de temps. Et donc, je pense on peut s'entendre pour dire qu'il n'y a pas une seule diète qui est recommandée pour les personnes qui vivent avec le diabète de type 1. Il faut vraiment choisir une alimentation qui va avec vos valeurs, vos objectifs, vos préférences, de demander conseil à des professionnels de la santé avant d'entamer des changements parce que les impacts sur la gestion de l'insuline, sur les potentiels autres risques pour la santé, qu'est-ce qu'on va faire dans des situations de complications à court terme, hypoglycémie sévère ou d'acidocétose diabétique si on voit les corps cétoniques augmenter. Je pense que c'est important d'avoir ce diagnostic-là, pas ce diagnostic, cette discussion-là. Je sais plus si, donc, certains points qu'il faut considérer, oui, les diètes restreintes en glucides peuvent avoir des bénéfices, mais chacun a un état de santé différent. On a tous des compétences culinaires, on a des connaissances différentes, donc faut s'assurer qu'on est capable de les suivre de façon le plus sécuritaire possible. Les impacts peuvent être grands quand on change notre alimentation. Et je pense que je vais arrêter ici pour laisser du temps parce qu'il en reste plus beaucoup pour des questions. Puis je vois qu'il y en a quand même plusieurs. Euh, et donc, je peux peut-être recommencer avec une des premières qui a été envoyée pendant qui parlait de est-ce qu'il existe des preuves scientifiques concernant le risque de déminéralisation osseuse concernant l'alimentation faible en glucides chez le diabète de type 1? Je pense pas qu'il y a d'études faites spécifiquement dans le diabète de type 1, pas à ma connaissance. Par contre, les risques de déminéralisation osseuse ont été démontrés dans la population générale et ce qu'on sait, c'est que les gens avec le diabète de type 1 sont plus à risque de fractures et de problèmes osseux à un plus jeune âge que la population générale. Puis ça pourrait probablement être lié justement au développement des os en fonction de l'âge de votre diagnostic et autres, le fait que le métabolisme est un peu différent qu'on vit avec le diabète. Donc, je pense que c'est important qu'on fasse attention, en fait, à notre santé osseuse et qu'on fasse tout pour bien établir la santé osseuse dès le début. Si on a un début de cholestérol élevé, est-ce que c'est préférable d'éviter ces deux types de diètes? Les évidences à ce jour nous disent pas que vous devriez les éviter. Probablement qu'il y a une alimentation un peu plus restreinte en glucides. Vous allez quand même manger suffisamment de fibres. Il y a autre chose à prendre en considération que juste le type de gras que vous allez prendre pour remplacer. Moi, je vous dirais d'en parler avec votre équipe de soins, mais il y a probablement pas de contre-indication à restreindre un peu vos glucides, même dans un contexte de cholestérol un peu élevé. Faut vraiment prendre l'alimentation dans sa globalité. Est-ce que les produits keto sont recommandés? Les produits, mais là, je sais pas si c'est une marque en soi, cette question-là. Mais les produits qui sont étiquetés cétogènes ou keto à l'épicerie, comme je vous disais, tu sais, souvent, c'est plus pour réduire les glucides dans votre alimentation, pas nécessairement pour aller suivre une diète cétogène qu'on la ferait de niveau médical. Ce qu'on a vu aussi, puis j'en ai pas parlé, mais souvent dans les études qui ont voulu tester des diètes cétogènes, qui ont comme prescrit la diète, puis qui ont amené les gens à la faire,
souvent on a un taux d'abandon qui est assez élevé, mais une chose qu'on remarque aussi, c'est que quand on mesure la diète que les gens suivent un peu plus tard, souvent ils sont plus sur une diète cétogène. Donc des fois on se restreint beaucoup au début, on voit des changements, puis avec le temps, ben on rééquilibre notre alimentation vers quelque chose qu'on est capable de suivre à plus long terme qui nous amène des bénéfices. Et donc, des fois, on dit qu'on est sur une diète cétogène, mais quand on questionne les gens, quand moi, comme nutritionniste, je questionne les gens, je me rends compte que finalement, oui, ils restreignent leurs glucides, mais pas à un niveau qui les amène sur une diète cétogène. Et c'est très correct. On peut mettre toutes les étiquettes qu'on veut sur une diète. Ce qu'on veut, c'est que vous ayez une alimentation la plus équilibrée, la plus saine pour vous, finalement. Je pense que j'ai le temps d'en prendre une ou deux autres. Donc, il y avait une question. Je voulais juste parler par rapport au poids, en fait, la perte de poids. Souvent, quand on restreint les glucides, on voit une perte de poids associée avec la diète cétogène ou même avec des diètes restreintes en glucides. Quand on change notre alimentation, on le voit, souvent, il y a une perte de poids rapide. Ça peut être aussi juste lié au fait qu'on utilise dans les premiers 24 heures, on utilise notre glycogène qui est dans nos muscles. Quand on l'utilise, il y a une perte d'eau avec, il y a une perte de poids initiale. Mais ce qu'on voit aussi, c'est que souvent, les gens qui réduisent beaucoup leurs glucides, ont moins d'appétit. Il y a souvent, même si on les met sur une diète où ils peuvent manger, on dit ad libitum, autant qu'ils veulent, ils restreignent leurs apports parce ils se sentent pleins. Ça peut être lié au fait qu'il y a beaucoup de gras dans ces aliments, dans cette alimentation-là. Et souvent, on voit une perte de poids qui n'est pas nécessairement volontaire. Ce qu'on note par contre, c'est que quand les gens réintroduisent des glucides dans leur alimentation, ben là, il y a une reprise de poids qui va avec. Et donc, encore une fois, si c'est pour perdre du poids qu'on veut aller vers cette diète-là, ben c'est peut-être pas la. Il faut s'assurer que ce soit une approche qu'on est capable de suivre à long terme. Euh, est-ce que je pense que c'est la fin, hein, Sarah? Faut que je te vois. Peut-être que je peux t'en donner une ou deux là. Je pense qu'il y avait un peu d'intérêt par rapport aux diètes méditerranéennes et qui demandait c'est combien de glucides à peu près par jour une diète méditerranéenne. Ah, c'est une bonne question. Souvent, on voit que les diètes méditerranéennes, on est autour de 30, 35, 40% de l'énergie. Donc, on est autour de 100, 150 grammes de glucides probablement. Ces diètes méditerranéennes, on n'est pas dans l'extrême le plus bas des glucides. Jordana, tu peux peut-être nous parler de ton expérience avec la diète méditerranéenne? Oui, pour moi, je regarde pas comme la quantité exacte des glucides par jour, euh, mais les aliments que je mange sont généralement des aliments complets. Ils ont donc la tendance à être beaucoup plus faibles en glucides que les autres régimes. Oui. Donc, puis ça a été, il y a eu d'autres études en fait sur la diète méditerranéenne dans le diabète de type 1 qui montraient aussi une alimentation autour de 30% de l'énergie. Donc, on est dans les 130 grammes de glucides, ça peut aller jusqu'à 150. Donc, on n'est vraiment pas dans une restriction sévère, mais une diète qui amène beaucoup de bénéfices. Et on pourrait peut-être faire un autre webinaire un jour sur la diète méditerranéenne, Sarah. Je trouve que c'est une bonne idée. Je vais mettre ça dans ma liste. Je vais finir avec une dernière question, puis après ça, on va devoir arrêter la présentation pour aujourd'hui puisqu'on a déjà dépassé l'heure. La dernière question, ça serait est-ce qu'il y a des nutritionnistes qui sont spécialisés pour accompagner dans les diètes méditerranéennes, par exemple, ou finalement, est-ce que n'importe qui pourrait le faire là? Ben, les diététistes sont formés par rapport à la diète méditerranéenne. Il y en a certaines que probablement que c'est des approches qui prônent encore plus, qui sont peut-être plus confortables avec ça. Mais définitivement parlez à votre nutritionniste si vous en avez une. Sinon, si vous voulez rencontrer des nutritionnistes, vous pouvez toujours, avant même d'avoir plusieurs nutritionnistes, vous permettre d'avoir un petit appel pour discuter de c'est quoi leur philosophie ou leur approche avant même de commencer des soins avec une nutritionniste. Donc, vous pouvez toujours poser la question pour savoir si c'est une approche qui prône, mais la majorité des nutritionnistes, je vous dirais, sont confortables avec la diète méditerranéenne et vont pouvoir vous accompagner là-dedans. Parfait, merci beaucoup. C'était vraiment, je pense, une très belle présentation. On n'a pas le temps malheureusement de répondre à toutes les questions. Je suis désolée pour celles à qui on n'a pas répondu. Mais Euh, on devrait les garder, puis on pourra peut-être écrire des blogs ou autre chose pour y répondre autrement.
essayer de trouver une façon de vous communiquer des réponses. Puis la dernière chose que je voulais dire, c'est que le prochain webinaire aura lieu, je pense, je sais pas si tu peux mettre la Oui, dernière je slide. m'excuse. Il n'y Oui. a aucun problème. On a un prochain événement prévu le 21 mai qui va être ouvert à tout le monde. Donc là, il n'y aura pas besoin d'être inscrit au registre pour participer. Alors, si vous connaissez des gens autour de vous, n'hésitez pas à partager. Et on va parler un petit peu des limites dans le diabète de type 1 et de comment est-ce qu'on peut en fait surmonter ces limites-là qui sont des fois qui peuvent paraître un peu comme des montagnes. Donc voilà, on a l'occasion d'accueillir Sébastien Sasseville qui va faire part de son expérience aussi. Alors voilà, merci à toutes et à tous pour votre présence aujourd'hui en nombre et on se retrouve pour une autre présentation prochainement. Bonne journée.